séduit. Chapitre 16. Livraison spéciale. Tu te rends compte qu'il y avait assez de dynamite sous le siège de Kuzenov pour faire sauter la moitié de Londres? Quelle moitié? Demanda Tim. 3 jours avaient passé. Je lisais les articles de journaux relatant l'attentat manqué chez Sotheby. Pour le marteau, j'avais deviné juste. L'estrade du commissaire-priseur était équipée d'un fil connecté à un détonateur et sous le plancher étaient cachés 19 bâtons de dynamite. En frappant le bureau, le marteau aurait pulvérisé Kuzenov. À l'idée que j'étais là-bas, moi aussi, j'en avais des sueurs froides. Bien entendu, la presse donnait une version déformée des faits, notamment pour ce qui touchait à mon rôle. Ainsi, à en croire les journaux, c'était l'inspecteur-chef de Scotland Yard, Snape, qui avait donné l'alarme et sauvé la vie du visiteur de Moscou. J'étais relégué au bas de l'article comme le jeune inconnu qui avait brièvement interrompu la vente aux enchères peu avant la découverte de la bombe. Cette version me convenait parfaitement. Je ne tenais pas à devenir un héros. Si mes parents voyaient ma photo dans le journal, qui sait comment ils réagiraient? Ils risquaient de vouloir rentrer en Angleterre. Et puis Snape avait besoin de redorer son blason. Pour le punir de nous avoir laissé nous échapper dans l'Express de Douvres, ses supérieurs l'avaient affecté avec Boyle à la protection de Kuzenov. Quant au Russe, il avait dû se résigner à rentrer chez lui, sans le tableau. Sotheby avait toutefois eu la délicatesse de lui offrir le cadre. Monsieur Waverley ne s'était pas manifesté. Je pense qu'il préférait laisser le MI6 en dehors de cette histoire. Nous lui avions pourtant sauvé la mise et il aurait pu au moins nous envoyer un petit mot. Ça, c'était vraiment des services secrets. Plutôt content d'être secret, mais jamais assez pour vous rendre service. Quoi qu'il en soit, Tim et moi étions presque revenus à la case départ. Il était 5 heures de l'après-midi et nous étions attablés devant un carton de lait. Je ne me souviens plus si c'était le thé ou le dîner. Probablement les deux. 19 bâtons de dynamite, Tim. Tu imagines? Charon voulait vraiment envoyer Kuzenov au ciel. C'est le moins qu'on puisse dire. Dommage qu'on n'ait pas découvert qui il était. C'était un diplomate russe, Nick. Mais non, pas Kuzenov, je parle de Charon. La police n'a toujours pas mis la main dessus. C'est probablement la dernière personne à laquelle tu t'attendais, Nick, dit Tim en levant son verre de lait. Tu sais, j'ai un 6e sens pour ça. Dommage qu'il te manque les 5 autres, murmurai-je. À ce moment-là, on frappa à la porte. Aucun de nous ne bougea. La dernière fois que quelqu'un avait frappé à cette porte, ça nous avait coûté très cher. On nous avait pourchassés, kidnappés, drogués, jetés d'un train, mitraillés, brutalisés et tout ça pour des prunes. Tim n'avait pas plus envie que moi d'ouvrir. Je l'avais même vu démonter la sonnette. Pourtant, la porte s'ouvrit et un coursier en tenue de motard apparut. Il avait un costume de cuir noir, de la tête aux pieds, et le visage masqué par la visière de son casque. Je me surpris à compter ses doigts. Il en avait 10. 5 d'entre eux tenaient une longue et étroite boîte en carton. « Tim Diamant, c'est moi. Livraison spéciale. » Le motard déposa le paquet. Je signai le reçu et il partit. Pendant que je refermais la porte, Tim ouvrit le paquet et en sortit une rose rouge. Une seule. « Laisse-moi deviner, dis-je. Monsieur Waverley. »« Non, répondit Tim en rougissant. Charlotte. » Charlotte? La dernière fois que nous avions vu la jeune femme, c'était dans la gare d'Amsterdam. Je l'avais presque oubliée. Qu'est-ce qu'elle veut? Me voir. Répondit Tim en contemplant la petite carte blanche épinglée sur le paquet. Ce soir. Où? Charlotte veut me voir seule, Nick. Comment le sais-tu? Elle l'a écrit et c'est souligné à l'encre rouge. Ça ne t'empêche pas de me dire à quel endroit tu dois la retrouver. Tim était rouge comme une pivoine, les paupières papillonnantes, haletant. Je crus qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire. Mais non, c'était impossible. Quand avions-nous mangé pour la dernière fois? Enfin, je compris. Il était toujours amoureux de Charlotte. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'avais jamais imaginé mon frère sortant avec une fille. Surtout parce que je n'imaginais pas qu'une fille puisse avoir envie de sortir avec lui. Ce n'est pas que Tim soit moche, loin de là.
Mais si vous étiez une jeune femme séduisante et raffinée, aimeriez-vous fréquenter un homme qui pleure en regardant la petite maison dans la prairie? Tim n'a rien de sexy. Il dort en pyjama rayé, et la seule chose qu'il adore serrer dans ses bras, c'est sa bouillotte. Et pourtant, Charlotte Van Damme lui faisait des avances. Elle voulait le voir seul. C'était même souligné à l'encre rouge. Peu importe l'endroit du rendez-vous, Nick, Se défendit Tim, les joues brûlantes. ça ne concerne que nous. Qu'est-ce que Charlotte avait bien pu écrire sur sa carte pour le mettre dans cet état? Tim entra dans la cuisine pour prendre une douche. J'entendis l'eau gicler sur le rideau, puis le bruit des pieds nus sur le carrelage, et enfin un éternuement. L'eau était froide, sans doute. Ensuite, une porte claqua, et ce fut le silence. 20 minutes après, Tim reparut vêtu d'un costume froissé en lin, un mouchoir bleu pâle à la pochette. Il s'était lavé les cheveux et soigneusement peigné. Il lui restait de la mousse à raser dans une oreille et du talc dans l'autre. Mais dans une lumière tamisée et en regardant vite, on pouvait le trouver très beau. Je rentrerai après. Dit-il en pesant sur le mot « après », comme s'il n'avait pas de faim. Amuse-toi bien. Ne m'attends pas, Nick. Couche-toi. Je finis de boire mon lait et jetai le carton vide en direction de la poubelle. Il heurta le bord et retomba à côté. J'étais déprimé. Il fallait bien l'admettre. Que deviendrais-je si Tim s'installait avec une petite amie? Et si elle était assez folle pour l'épouser? Je me retrouverais dans le premier avion pour l'Australie. Et, cette fois, pas question de me défiler. Mes parents m'accueilleraient, bras ouverts et portes verrouillées. On ne me laisserait même plus sortir après 8 heures du soir. Après toutes les aventures que j'avais vécues en Angleterre avec Tim, il ne pouvait rien m'arriver de pire. On me traiterait comme un enfant. Comme je n'avais rien à faire, j'entrepris de nettoyer l'appartement. Tim aurait peut-être l'idée saugrenue de ramener Charlotte. Je tapai les coussins, époussetai le dessus de la cheminée, puis ramassai une chemise qui traînait par terre. C'est là que je découvris les gants, par terre, sous la chemise. C'étaient les gants que Charlotte avait oubliés sur la table du café, dans la gare d'Amsterdam, au moment de s'enfuir. Je les ramassai, avec l'intention de les ranger dans le tiroir du bureau, mais en les prenant, quelque chose m'intrigua. Ces gants avaient je ne savais quoi de bizarre. Je les étalai pour les examiner. Leur bizarrerie sautait aux yeux, et pourtant, il me fallut 30 secondes pour en prendre conscience. Le gant gauche n'avait que 4 doigts. 4 doigts. J'eus l'impression qu'une main de glace m'étranglait. J'avais le souffle coupé. Je me mis machinalement à tordre le gant comme si je voulais l'essorer. Le gant de Charlotte. Le gant de Charon. Bien entendu, la vérité nous crevait les yeux depuis le début. Seule Charlotte savait que nous devions rencontrer 86. Dans le train, nous lui avions révélé le nom de la patinoire. Dès son arrivée à Amsterdam, elle avait envoyé l'affreux et le balafré éliminer l'agent secret, afin de l'empêcher de nous mettre sur sa piste. Les 2 tueurs étaient certainement arrivés juste après nous. La similitude des 2 noms aurait dû mettre sur la voie Charon, Charlotte. Pourquoi n'avais-je rien deviné? Peut-être était-ce du sexisme, mais jamais je n'avais imaginé qu'un tueur d'envergure internationale puisse être une femme. Tous, MacGuffin, Waverly et Rushmore, avaient parlé de Charon comme d'un homme. C'était d'ailleurs là son arme la plus efficace. Charlotte profitait des préjugés de ses ennemis. Elle se camouflait derrière. Elle savait que personne ne suspecterait une femme, mais ça aussi, j'aurais dû le deviner. En fouillant le bureau de Charon dans la villa de Winter, j'avais trouvé un petit miroir couvert de poudre. Si j'avais réfléchi un tant soit peu, j'aurais deviné qu'il s'agissait d'un tiroir de poudrier, et j'en aurais déduit que ce bureau appartenait à une femme. Tout le reste du puzzle se serait alors mis en place. Je me promis de lire un peu plus la littérature féministe, mais pas tout de suite. Mon frère venait de partir à un rendez-vous avec une tueuse. Si Charlotte voulait se venger de lui d'avoir raté le meurtre de Kuzenov, il fallait que je le retrouve avant elle. Je me précipitai dans la chambre de Tim. Il y avait des vêtements partout, sauf dans le placard. Il avait dû essayer toute sa garde-robe avant de choisir le complet en lin. Je triai rapidement les pantalons et les chemises et les jetai en tas dans la salle de bain. Il fallait absolument que je mette la main sur le carton qui accompagnait la rose. Le message de Charon avait fait rougir Tim. Ça faisait peut-être partie de son plan. Elle pouvait l'avoir attiré dans un endroit qui avait une signification spéciale pour eux, où elle projetait de l'éliminer.
Aucune trace de la carte. Après avoir écarté les derniers vêtements de Tim, j'entrepris de fouiller dans sa collection de Spirou, ses factures et ses 6 années d'abonnement à détective, ce qui représentait une jolie pile sur le plancher. C'était un tel désordre que si j'avais voulu passer l'aspirateur, il m'aurait d'abord fallu 1 semaine pour le dénicher. Et moi, je cherchais une toute petite carte blanche. Et si Tim l'avait emportée avec lui? Et si? Je me forçais à réfléchir. Voyons, Tim n'était pas allé tout droit dans sa chambre. Il avait d'abord pris une douche. La douche. L'appartement étant trop petit pour avoir une salle de bain, la douche se trouvait au fond de la cuisine, dans un renfoncement. L'agent immobilier avait fait valoir qu'on pouvait se laver et faire griller les toasts en même temps. C'était un miracle qu'on ne se soit pas électrocuté. Le sol de la cuisine était luisant d'eau et le bonnet de douche de Tim perché sur la bouilloire. Il y avait 3 savonnettes dans le réfrigérateur, mais pas de Bristol blanc. Je vidai tous les tiroirs, couteaux, fourchettes, serviettes et torchons. Je fouillai dans la poubelle, le four, les placards. Rien. Désemparé, je m'adossai contre le frigo en me rongeant un ongle. J'étais certain que Tim n'avait pas jeté cette carte. Il l'avait forcément gardée comme souvenir. Mais où? Quelque chose me piquait le dos. Je me redressai. C'étaient les petits aimants en forme de kangourou plaqués sur la porte du réfrigérateur. Inutile de vous dire d'où ils venaient. Et c'est là que je trouvai enfin la carte de Charlotte, fixée par un aimant, sur le frigo. On y lisait ceci. Fête foraine de Hampstead, 7 heures, ce soir, tunnel de l'amour. Charlotte. Le tunnel de l'amour. Pas étonnant que Tim ait rougi en lisant le message. Je regardai ma montre. Il était 6h30. Heureusement, Hampstead se trouvait seulement à 3 kilomètres. J'avais une chance d'arriver à temps. Je m'élançai sans même réfléchir. Mon frère avait rendez-vous avec une meurtrière. Il était amoureux. J'allais le sauver. Oui, mais je n'avais pas d'arme. Le soir commençait à tomber. Mon instinct me disait que le tunnel de l'amour allait être plus long et plus ténébreux que jamais. Des lumières, la foule, l'odeur des hot-dogs et la cacophonie des musiques qui se mêlaient dans l'air doux du soir. La fête foraine s'étirait à perte de vue. Il était 7h moins 5. J'avais couru tout le long du chemin et je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, les jambes flageolantes. D'un côté me parvenaient les grincements et les gémissements du train fantôme, de l'autre le cliquetis métallique d'un wagonnet multicolore glissant sur les rails. Je dois avouer que je ne suis pas un fanat de fêtes foraines. Comme je n'ai pas les moyens de m'offrir les attractions, ça ne m'amuse pas beaucoup. Cependant, la fête de Hampstead était impressionnante. Il y avait bien 1 millier de visiteurs, peut-être plus, et mon frère était parmi eux. Il me restait 5 minutes pour le trouver. Je repris ma course et passai devant le tir de noix de coco, le palais des glaces, le toboggan et la grande roue. Une musique d'orgue retentit soudain et un immense manège s'ébranla, ses cheveux bariolés montant et descendant sur leurs tiges torsadées et dorées. Le tunnel de l'amour se trouvait juste en face. Je l'aperçus en même temps que je découvrais Tim. Mon frère était assis dans une barque avec Charlotte. La barque numéro 11, mais celle-ci glissa dans l'entrée du tunnel avant que j'aie eu le temps de la retenir. Un petit homme corpulent avec une verrue sur le nez empocha leur ticket et chercha du regard d'autres clients potentiels. Mais il devait faire trop chaud pour s'aimer. Il n'y avait pas d'amateur. Le tunnel de l'amour se composait d'une grosse structure en bois. Ses parois en plastique étaient censées imiter la pierre, mais elles avaient vraiment l'air en plastique. À l'intérieur du tunnel, on se promenait dans de petites barques sur une rivière artificielle peu profonde. Cela me fit sourire. Dans la mythologie grecque, Charon était le passeur des morts, et je me dis que Tim venait d'acheter un billet pour une mortelle traversée. Je ne pouvais pas m'engager dans le tunnel derrière eux. Non seulement je n'avais pas d'argent, mais il était peu probable que l'homme à la verrue me laisserait y aller seul. Toutefois, si l'entrée était contrôlée, la sortie ne l'était pas. Je revins sur mes pas pour faire le tour du manège. Les chevaux de bois galopèrent un instant à mes côtés. Ensuite, je gagnai l'arrière du tunnel, là où l'eau jaillissait avant d'être réinjectée dans le circuit. Je pénétrai sans hésiter dans l'étroite galerie. Il n'y avait qu'un seul chemin, celui de la rivière. L'eau clapotait à hauteur de mes chevilles. Je barbotais dans la lumière tamisée de cet univers artificiel pour amoureux. Si vous avez un jour mis les pieds dans un tunnel de ce genre, vous savez de quoi je parle. La rivière serpentait et vagabondait au hasard et très lentement. Quelques cupidons en plastique, des mannequins en cire costumés, flottaient mollement sous le plafond. Je passai devant ce qui devait être le clou du spectacle, un couple de mannequins déguisés en Roméo et Juliette.
On n'entendait que l'écho affaibli de la musique foraine et le clapotis de l'eau. Si on avait ajouté un ou deux squelettes en plastique, on aurait pu se croire dans un train fantôme. Une barque déboucha au détour d'un méandre et je grimpai sur la berge pour la laisser passer. Un pressentiment désagréable me nouait l'estomac. C'était la barque numéro 11 et elle était vide. « Vous avez tout gâché, vous et votre curieux petit frère !» La voix, ou plutôt le sifflement venimeux, venait de l'autre galerie, après le tournant. J'avançais à pas de loup. Un gros câble noir serpentait devant mes yeux et se raccordait à un second câble pour rejoindre une prise murale. Je compris que c'était la source du courant qui alimentait tout le tunnel, et une idée germa aussitôt dans mon esprit. Je me baissai pour ramasser le câble en tenant la prise de raccordement à deux mains. Il me suffisait de déconnecter les deux câbles pour plonger le tunnel dans le noir. Un seul ennui, je risquais de m'électrocuter pendant la manœuvre. « Mais Charlotte !» protestait Tim. Sans lâcher le câble, j'approchais du virage. Charlotte se tenait sur une petite plateforme triangulaire, devant une mauvaise imitation de Blanche-Neige et du prince charmant. Charlotte, elle, n'avait rien de charmant. Elle pointait un revolver sur Tim. « J'aurais dû vous tuer quand j'en avais l'occasion !» poursuivit-elle d'une voix rauque, qui me rappela aussitôt la voix que j'avais entendue à la Villa de Winter, dans le train ou bien au théâtre Albert Hall. « Je croyais que vous m'aimiez. » gémit Tim. « Vous aimez? Je ne peux pas vous supporter. » Oh! Jamais je n'avais vu mon frère si triste. Charlotte leva son revolver. « Ça va être un plaisir pour moi de vous tuer. Ensuite, je m'occuperai de votre frère. J'adore tuer. C'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Dans peu de temps, j'aurai mis sur pied un réseau criminel beaucoup plus important. Partout dans le monde, des gens souhaitant la mort d'autres gens. Je leur fournirai ce service. Je dirigerai une organisation multinationale du meurtre. Ma société sera cotée en bourse. Je serai la numéro 1. » Charlotte Van Damme était folle. Maintenant, je le voyais. Charlotte était Charon, la mort faite femme. Son doigt se crispa sur la détente du revolver. Je fis un pas en avant à découvert en criant « Tim, couche-toi !» et je déconnectai les deux câbles d'un geste vif. Il y eut une étincelle et le tunnel fut plongé dans une obscurité totale. Mais il avait suffi à Charon d'1 seconde pour faire volte-face et tirer. Pas sur Tim, mais sur moi. Je sentis la balle siffler à mes oreilles et tomber en arrière en lâchant les câbles. « Je vais te tuer !» hurla Charon d'une voix rauque, inhumaine. « Je vais vous tuer tous les deux !» Je l'entendis approcher derrière moi, mais je ne voyais rien. « Non !» cria la voix de Tim. « Mais que... » Cette fois, c'était Charon. Il y eut un bruit d'éclaboussure et une demi-seconde plus tard, un éclair bleu effrayant comme jamais je n'en avais vu. J'étais étendu sur le dos et toute la scène m'apparut dans cet éclair bleu. Comprenant que Charon allait se retourner contre moi, Tim l'avait poussé dans la rivière. Mais il ne savait pas que le câble qui m'avait échappé des mains était lui aussi tombé dans l'eau. Et lorsque Charon avait touché l'eau, son corps avait servi de conducteur au courant électrique. Il n'y avait rien à faire. Un autre éclair bleu fusa. Charon flottait dans l'eau, le corps rigide. Puis un court-circuit coupa toute l'installation. Une porte de secours nous permit de ressortir. La police avait été alertée et on nous offrit du thé chaud avant de nous poser les inévitables questions. Ils devaient nous croire en état de choc, et pourtant, le choc fatal et définitif, c'était Charon qui l'avait reçu. Je n'avais pas envie de parler. Les flonflons et les lumières de la fête foraine tournoyaient autour de nous, et je me sentais un peu perdu au milieu de ce vacarme. Pourtant, je devais regarder la vérité en face. J'étais venu au secours de Tim, mais c'était lui qui m'avait sauvé la vie. Il était en train de siroter son thé dans le gobelet en polystyrène, et soudain, je sentis monter en moi une bouffée de tendresse à son égard. Finalement, j'étais peut-être bien en état de choc. « Merci, Tim. »« Ce n'est pas moi qui offre le thé, » répondit-il. « C'est un policier. » Derrière moi, le manège de chevaux de bois reprit sa farandole pour la 1000e fois, et cela me fit réfléchir. Des gens se faisaient tuer, des événements graves se produisaient, et pourtant la vie repartait pour un tour, comme des chevaux de bois. Que ça me plaise ou non, on m'avait donné un ticket. Alors que pouvais-je faire d'autre sinon m'approcher et m'amuser, en gardant mes larmes pour le jour où il me faudrait descendre du manège ?